5,4 sur l'échelle de Richter. La terre a tremblé ce matin en Bretagne. Secousse ressentie de Brest à Rennes et jusqu'à Laval. Très peu de dégâts, aucune victime. Bilan revu à la hausse à Dakar. Il y avait 1034 personnes à bord du Joola. Un témoignage dans ce journal, celui d'un plongeur sous-marin qui a assisté au naufrage. L'informatique licencie. Le constructeur américain Hewlett-Packard annonce plus de 1200 suppressions de postes en France suite à sa fusion avec Compaq. Le site de Grenoble est le plus touché. Une amende de 2000 € pour les parents dont les enfants sèchent les cours régulièrement. Le projet du gouvernement sera discuté demain entre plusieurs ministres. Il provoque déjà une polémique très vive. Enfin, la voiture, alors que les bolides étalent leur puissance au salon de l'auto, la Vendée tente une expérience originale, le permis à points progressif. Les jeunes conducteurs devront faire leurs preuves pour arriver aux 12 points. Bonsoir à tous, merci de votre attention. On l'avait un peu oublié, mais la Bretagne est bien une région sismique. Petite frayeur ce matin dans toute la région. La secousse enregistrée est la plus forte depuis au moins 20 ans. Pas de dégâts importants, pas de panique non plus. Mais le téléphone a beaucoup sonné dans les mairies et chez les pompiers. Sur place, Olivier Sioux. Donc cette pierre que j'ai trouvée par terre, plus la suie autour. Comme dégâts, on ne peut pas faire plus minime, mais Cécile en est encore tout émue. Sur le pas de sa porte, elle en discute avec son voisin. Le tremblement de terre, c'est l'unique sujet de conversation du jour à Plouay, tout près de l'épicentre. J'ai bien cru, je dis ça y est, ma maison tombe. Et je suis sorti voir dehors, puis tout le monde était dehors, puis comme ça je dis, je ne suis pas la seule à avoir entendu. Moi j'étais dehors, en train de sortir mes poulets, et puis voilà, et tout d'un coup, j'ai senti un coup, quoi, puis je me tremblais aussi. Quelques kilomètres plus loin, Yvan lui aussi est sorti de sa maison. À l'intérieur, tout bouge, mais à l'extérieur, sensation forte garantie. Le plus impressionnant, en fait, c'était dehors d'entendre ce bruit qui venait de nulle part et en fait de partout, et qu'on entendait vraiment sortir du sol. C'était une espèce d'explosion qui se répercutait dans tout le sol et qui a duré plusieurs secondes. Difficile en tout cas de détecter la moindre fissure nouvelle. Pourtant, il a bien eu lieu ce tremblement de terre. Il était 8h44 en Bretagne. Et si tout le monde l'a ressenti, ce n'est pas forcément sur le mode tragique. J'étais en cours. J'étais en philo et puis on est sorti de la salle. Puis voilà, on a attendu que ça se passe. C'est surtout le prof qui avait peur. Au bureau, en train de parler avec une collègue et on n'avait pas trop la pêche. Puis voilà, ça nous a réveillés un petit peu. Ça surprend, hein? Bref, les Bretons n'ont pas paniqué, moins que les animaux en tout cas. Aux eaux de Pont-Scorff, ce sont les loups qui ont donné l'alerte. Un quart d'heure avant le séisme, de parfaits sismographes. Alors la Bretagne n'est pas la seule région à connaître ces petits séismes. Ils sont recensés assez régulièrement un peu partout en France. Agnès Monteux. 13 août 1967, le dernier tremblement de terre meurtrier en France. À Arrête dans les Pyrénées, une personne meurt sous les gravats et 340 maisons sont détruites. 58 ans avant, c'était le séisme le plus violent de notre siècle. Toute la région autour d'Aix était un champ de ruines. Ces deux secousses de plus de 5 sur l'échelle de Richter sont très rares en France, comme celle de ce matin de 5,4 en Bretagne. Le phénomène ne surprend pas les scientifiques, c'est qu'il y a 300 millions d'années, la Bretagne ressemblait à ça. Il y avait d'immenses montagnes sous lesquelles se trouvaient de grandes failles toujours fragiles aujourd'hui. La plaque africaine pousse en permanence la plaque européenne. Ce matin, cette poussée s'est ressentie jusqu'à l'une de ces failles. Autour d'elle, les plaques ont coulissé. Par effet d'entraînement, les autres plaques ont bougé. C'est un accident qui est aujourd'hui toujours actif et qui est donc toujours capable d'être le siège de séismes importants. En France, les tremblements de terre ne sont pas rares. On en compte plus de 1000 par an, répartis essentiellement à l'est et à l'ouest du pays. Mais les spécialistes sont formels, les secousses ne dépasseront jamais plus de 6 sur l'échelle de Richter. Nous voilà rassurés. Dans le sud de la France, une nouvelle estimation du montant des dégâts des inondations. 3 semaines après les pluies torrentielles, elle a été donnée par Nicolas Sarkozy en visite à Nîmes. 1,2 milliard d'euros, imputable à 80% au seul département du Gard. Le ministre de l'Intérieur a présenté le calendrier du plan d'aide aux sinistrés. L'État y participera largement. Il sera détaillé, ce plan, le 8 octobre prochain lors d'un comité interministériel. Au Sénégal, plus le temps passe et plus le constat est accablant après le naufrage du Joola. On a finalement appris hier soir que le navire transportait 1034
34 passagers pour une capacité théorique de 500 personnes ou un peu plus. Voici un témoignage direct sur les circonstances de cette tragédie, celui d'un plongeur sous-marin. Il a vu le bateau s'enfoncer et se retourner. Sur place, nos envoyés spéciaux Richard Bin et Gilles Jacquier. Dernière image du Joola, quelques heures avant son naufrage. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le drame. Un navire surchargé, 1034 personnes à bord pour une capacité de 500 passagers, conjugué à un fort courant et à des rafales de vent dépassant les 80 km/h. Très souvent, les pêcheurs font appel à mes services pour aller chercher des noyés. Donc j'ai une certaine expérience, si on peut appeler ça une expérience. J'ai une certaine expérience de cette rencontre avec des corps qui sont morts. Il s'appelle Haïdar, il est sénégalais d'origine libanaise. Avec 7 plongeurs de son club, il a été le premier à pénétrer sous la coque retournée du navire. 7 hommes qui en 48 heures ont dégagé 262 cadavres de l'intérieur du bateau. Lorsque je rentre dans le bateau, le premier choc visuel, c'est l'enchevêtrement des corps humains et du matériel. Tout est mélangé, tout est dans tous les états. On voit des mamans qui tiennent leur bébé, on voit des enfants qui sont tout seuls. À chaque salle, environ 200-250 personnes mortes autour de vous, qui flottent, qui sont par terre, qui sont retenus à leur siège. Certains qui essaient de sortir, donc qui tapaient les vitres avec leurs pieds. Tout cela, on l'a, une fois dans le bateau, on l'a vu, on l'a imaginé, le comportement de ces gens avant de mourir. Les capitaines de pêche nous ont dit que des survivants, un grand nombre de survivants, d'après estimé par eux à peu près à 200 personnes, tapaient et criaient sur les parois du bateau de l'intérieur. Donc ils étaient bloqués à l'intérieur, ils avaient des poches d'air qui leur permettaient sûrement de respirer, et ils tapaient pour qu'on les dégage de là. Nous, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait plus de vie. On est allé sur place, sur le site, il n'y avait plus de vie. Quand je suis parti d'ici, je pensais qu'autour du bateau, il y allait y avoir des morts à sortir et que ça s'arrêtait là, qu'on avait pu récupérer les gens dans leur grande majorité. Je ne pouvais pas imaginer qu'entrer dans une salle, j'allais être entouré de... Pardon. En fin d'après-midi, le Joola a sombré, emportant avec lui plusieurs centaines de corps. En bref, la Côte d'Ivoire, image de l'arrivée de ressortissants français à Abidjan. Ces familles viennent de la ville de Bouaké, toujours tenues comme le nord du pays par les mutins. Du point de vue militaire, c'est le statu quo. Les présidents d'États voisins, Ghana, Guinée-Bissau, Niger, Nigeria et Togo, ont décidé de tenter une médiation. La crise irakienne, ce soir, c'est vers Vienne, en Autriche, que les regards sont tournés. Les experts en désarmement ont repris contact ce matin avec les responsables irakiens. Accès au site, escorte, logement, transport, tout doit être mis noir sur blanc en vue des futures inspections. Sur place, Maryse Burgot, Jean-François Remy. Il s'agit d'éviter la guerre. Pourtant, le général Al-Sadi affiche un sourire décontracté. Il est le plus proche conseiller de Saddam Hussein pour les affaires d'armement. Aujourd'hui à Vienne, il négociait avec Hans Blix, le chef des inspecteurs de l'ONU. Entretien à huis clos et influence médiatique pour des discussions très pratiques. Visa, transport, escorte des inspecteurs, il s'agit de prévenir toute source de conflit. Une atmosphère de travail constructive, voilà comment le chef des inspecteurs décrit cette première journée de négociation. Demain, il tentera de savoir si l'Irak accepte vraiment l'inspection de tous les sites, y compris les palaces présidentiels. Pour l'instant, ici, à Vienne, les Irakiens se montrent coopératifs. Mais au même moment, à New York, Américains et Britanniques essaient toujours d'imposer une nouvelle résolution durcissant les règles d'inspection. S'ils réussissent, l'attitude de Bagdad pourrait encore changer. Oui, les inspecteurs ont prévu de se rendre sur place autour du 15 octobre, mais d'ici là, il faudra justement qu'une résolution soit votée à l'ONU. Laquelle et avec qui, c'est une autre histoire. En tout cas, pour la première fois dans cette crise, George Bush père s'est exprimé publiquement sur l'action de George Bush fils. Son commentaire ne surprendra personne. Je suis totalement en faveur de la politique de mon fils, dit-il. Saddam Hussein a eu 10 ans pour tenir sa parole et rien ne s'est passé. Fin de citation.
En bref, on a appris aujourd'hui que 4 ressortissants français sont actuellement détenus au Yémen. La presse arabe indique que l'enquête concerne Al-Qaïda. Le consulat français à Sanaa, que nous avons contacté par téléphone, fait savoir qu'il s'agit d'une procédure officiellement ouverte pour séjour irrégulier. Jacques Chirac, lui, était ce matin sur la base aérienne de Creil, dans l'Oise, pour une visite axée sur le renseignement militaire et les opérations spéciales. Il a assisté à quelques démonstrations très spectaculaires, ici celle des hommes du commandement des opérations spéciales, le COS, créé après la guerre du Golfe. Il a ensuite défendu la hausse du budget de l'armée en insistant notamment sur ces unités spéciales engagées aussi bien en Afghanistan qu'en Côte d'Ivoire. Leur nombre est passé de 2 à 3 000 depuis le 11 septembre. Comment travaillent ces forces? Un exemple avec le 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze en Moselle. Jérôme Soulard, Éric Delagneau. Calme, concentration. Ces hommes ne sont pas des parachutistes ordinaires. Depuis le 11 septembre, ces professionnels du renseignement ont été renforcés dans leur mission. De nuit, pour plus de discrétion, on les envoie derrière les lignes adverses pour observer l'ennemi, ses armes, ses mouvements. Leur travail est beaucoup plus efficace que des photos satellites, mais également beaucoup plus risqué. Une fois en l'air, ils peuvent voler sur 50 km et atterrir ensemble sur une zone choisie. Le but est donc en l'air après de se retrouver pour poser groupé, puisqu'une équipe travaille groupée, chacun est indispensable. Ensuite, certains personnels donc se postent, comme je fais là actuellement, pendant que les autres se déséquipent et vont enterrer les parachutes. Le parachute, ce n'est pas leur seule spécialité. Ils sont avant tout des professionnels de la discrétion. Dans l'eau, dans le froid ou la chaleur, leur mission, c'est d'observer, de renseigner en territoire ennemi. Invisibles et autonomes, ils se déplacent sur des kilomètres avec plus de 50 kilos sur le dos, nourriture, appareils de transmission et des armes de guerre, bien sûr, en cas de besoin. Nous avons cette particularité de nous entraîner dans tous les milieux, de manière à pouvoir effectivement remplir notre mission un petit peu partout dans le monde et quelles que soient les conditions géographiques de l'endroit où nous remplissons ces missions. En Côte d'Ivoire, le renseignement humain a ainsi permis une progression sécurisée des troupes françaises parties d'Abidjan et remontant jusqu'au nord. Irak ou Afghanistan, aucun conflit n'échappe à leurs compétences. On a découvert après le 11 septembre un nouveau type de conflit, une lutte globale, lutte contre le terrorisme dans des pays lointains qu'on ne connaissait pas, l'Afghanistan. Et dans ce cadre-là, le renseignement humain prend toute sa part. Et c'est précisément pour cela que l'état-major des armées a décidé de renforcer encore cette spécialité. À Dieuze, les 900 hommes du 13e RDP restent mobilisables 24 heures sur 24, des soldats d'élite intégrés dorénavant aux fameuses forces spéciales. Économie avec encore de mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi. L'information a été donnée en début d'après-midi. Le constructeur informatique Hewlett-Packard va supprimer plus de 1200 postes en France. Le marché reste particulièrement difficile, indiquent les dirigeants. C'est le site de Grenoble qui sera le plus touché. Virginie Fichet, Thierry Simonet. Depuis juillet dernier, la nouvelle était redoutée. Cette fois, elle est officielle. Pour le site de Grenoble, cela équivaut à plus de 600 emplois supprimés, presque un salarié sur 4. À terme, entre les suppressions et les transferts de postes, la division d'Annecy, elle, disparaîtra même complètement, soit 777 emplois en moins sur le secteur. Une restructuration sévère, d'abord dictée pour la direction par la fusion entre HP, Hewlett-Packard, et Compaq, en mai dernier. Cette fusion a été donc entraînée des doublons, que ce soit des doublons en termes de lignes de produits, des doublons en termes d'activité et des doublons en termes de postes. Argumentation jugée un peu courte par les syndicats et représentants du personnel, convaincus que le groupe américain opère avant tout un repli stratégique. Je pense que c'est lié aussi aux impacts des affaires financières qu'on a vues, Enron, etc. Le Texas est fortement touché par ces types d'affaires. Il y a aussi donc une volonté de reconcentrer pour redynamiser l'économie américaine. C'est une décision corporate, c'est très clair. Qui dit corporate dit décision outre-Atlantique. Et à partir de ce moment-là, les pays européens doivent s'exécuter, point à la ligne. L'activité PC la plus lucrative et jusqu'ici dévolue à Grenoble sera ainsi recentrée sur Houston aux États-Unis. Au total, ces grandes manœuvres toucheront 16 800 salariés du groupe à travers le monde, presque un dixième des effectifs. Les montagnes russes à la Bourse de Paris, elle avait regagné plus de 6% jeudi dernier. Nouveau dévissage aujourd'hui, moins 5,87%. Les derniers indices d'activité américains ont fait plonger les cotations. Une petite révolution peut-être en cours à la SNCF. La direction a soumis au syndicat
Un projet d'accord pour limiter le recours à la grève, un peu comme à la RATP. Rappelons tout de même que pour l'année 2000, par exemple, on a comptabilisé plus de 1000 mouvements d'arrêt de travail, régionaux ou nationaux, et que la SNCF représentait à elle seule 25% du total des journées de grève en France pour 1% des salariés. Le détail de ce projet, Nathalie Moisin. Des quais vides pour cause de conflits. Avec 70 000 jours de grève en 2001 pour 180 000 salariés, la SNCF est l'entreprise française championne du conflit social. Une réputation dont la direction se passerait bien. Depuis plusieurs mois, elle négocie un accord avec les syndicats pour limiter les conflits. Les usagers applaudissent. La SNCF, c'est un des endroits où le dialogue social est le plus mauvais. Donc nous, depuis des années, on essaye de mettre en contact les syndicats, la direction, pour qu'ils essayent d'améliorer le dialogue social. Dans le sens d'une prévention des conflits, effectivement. Au moindre problème, la direction reçoit les syndicats. C'est l'exemple de la RATP où le nombre de préavis de grève a été divisé par 2 en 10 ans. À la SNCF, les syndicats approuvent le principe, mais refusent de négocier un service minimum. Non, mais on n'a pas besoin, nous, au niveau de la SNCF, pour améliorer, je dirais, la qualité de service, la fluidité des trafics, d'un service minimum garanti qui est en quelque sorte la réduction des conditions d'exercice du temps de grève. Les syndicats sont néanmoins prêts à discuter dans un contexte difficile, compte tenu des mauvais résultats de la SNCF et des revendications sur les salaires. Et un peu de baume au cœur maintenant pour les fonctionnaires ou assimilés. Les Français ont une bonne image d'eux. Et oui, c'est le résultat d'un sondage CSA pour Le Parisien. Ils sont jugés compétents, dévoués, disponibles, mais tout de même privilégiés. Vincent Fourcade. EDF, c'est le service public préféré des Français. Accueil, disponibilité, un véritable concert de louanges. J'attends pas longtemps, on prend tout de suite, on nous donne un rendez-vous le plus vite possible. Si je les appelle pour un problème, non, je suis complètement satisfaite. Dans leur grande majorité, les 4 800 000 fonctionnaires et agents ont toujours la cote dans l'opinion. En tête du classement, donc, EDF, 14,7 sur 20. Numéro 2, les mairies, suivi de la Poste. Le bonnet d'année pour la justice, qui seule n'obtient pas la moyenne. Chez les postiers, cette 3e place n'est pas vraiment une surprise. Une bonne ambiance au guichet, et c'est un succès garanti. Vous savez, quand on travaille à un endroit, on s'habitue avec les gens, on les voit tous les jours, les mêmes personnes. Donc après, ça passe. Après, c'est de l'amitié, c'est les bisous, c'est tout. Ce qui plaît le plus chez les agents du public, c'est avant tout leurs compétences, 82% des suffrages. Deuxième qualité, le dévouement pour 68% des sondés. La motivation, elle, n'est citée que par seulement 56% des Français, mais pour les fonctionnaires, ce n'est déjà pas si mal. Tout homme politique a 56% de résultats positifs, il dirait danser de joie dans les rues. Donc nous, par rapport à toutes les critiques qu'on a essuyées, eh bien c'est pas mal et ça donne de la pêche et du cœur au ventre. Les qualificatifs sont flatteurs, mais le malaise des salariés du public toujours présent. Jeudi, certains manifesteront d'ailleurs au nom de la survie des services publics. Et tout de même, les Français sont 65% à souhaiter un service minimum systématique en cas de grève. Une image encore dans l'activité économique. À Mundolsheim, en Alsace, la colère de ces producteurs de fruits et légumes indépendants qui ont déversé une vingtaine de tonnes de pommes de terre devant cet hypermarché qui pratique, selon eux, des prix cassés au-dessous des prix de revient. Et puis la réponse de Jean-Pierre Raffarin à Bruxelles, où l'on s'inquiète, vous le savez, de la dérive du déficit budgétaire français. La France restera fidèle aux engagements du pacte de stabilité, a déclaré ce soir le Premier ministre aux journées parlementaires de l'UMP à l'Assemblée nationale. Retour à Choisy-le-Roi maintenant. Nous évoquions la semaine dernière ce campement de 600 Roms, la plupart en situation irrégulière. On a appris que 150 d'entre eux étaient passés en Suisse, où ils souhaitent obtenir l'asile politique. Les autres ont disparu. À Choisy, les agents de la mairie ont investi le bidonville désert. Ils se disent effarés par leur découverte. Stéphane Bretner. Comme tous les jours, Jean-Pierre Maupouet commence sa visite avec la même précaution. Si vous ne faites pas trop de bruit, vous allez avoir une présence de rats assez importante. Pendant des semaines, il venait apporter des vêtements aux 650 Roumains qui s'étaient installés ici, à quelques kilomètres de Paris. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ou presque. Un bidonville, des détritus en tout genre et une odeur terrible. Les derniers occupants sont partis jeudi dernier. Ils essayent de récupérer la ferraille qui se trouve sur les caravanes pour se faire un petit peu d'argent. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Puis ils partent avec 2 valises pour des endroits qu'on ignore complètement.
450 Roms ont disparu, mais 150 autres ont été retrouvés en Suisse la semaine dernière. À Choisy-le-Roi, la pression devenait trop forte. À l'intérieur du camp, on vivait de trafic de voitures et de l'exploitation des handicapés. En juillet dernier, la police est intervenue. Ces nomades ont donc préféré partir avant d'être expulsés. Il y a des réseaux qui exploitent cette situation psychologique et qui leur suggèrent qu'ils peuvent aller ailleurs, qu'ils peuvent eux-mêmes les emmener ailleurs, les transporter, et qu'à partir de ce moment-là, ailleurs, ça sera meilleur pour eux. Et ailleurs, c'est parfois tout près, à 500 mètres du terrain déserté, un autre campement de 150 personnes. Là aussi, des conditions sanitaires déplorables et sans doute le même avenir, reprendre la route. Justice en bref, il est rare de pouvoir confondre les réseaux de proxénètes. Eh bien, c'est le cas dans ce procès de 3 Bulgares qui vient de commencer à Toulouse. Ils sont accusés d'avoir organisé un réseau de prostituées entre leur pays et le sud-ouest de la France. Les jeunes femmes étaient privées de leur passeport, parfois violées et droguées. Les 3 hommes risquent jusqu'à 20 ans de prison. Politique, les résultats définitifs du premier tour de l'élection municipale de Vitrolles. Ballottage difficile pour Catherine Maigret, arrivée en tête avec 36,7% des voix devant le socialiste Guy Aubineau, 31,04. L'autre candidat socialiste dissident, Dominique Tichadou, propose la fusion des listes. On attendait surtout la position du candidat UMP, Christian Borelli, 12,21% des voix. Eh bien, il annonce finalement qu'il se retire et appelle implicitement à faire battre Catherine Maigret. Michael Darmon, Alexandre Dequille. Vitrolles, 4e scrutin municipal en 7 ans. On prend les mêmes et on recommence. Avec par ordre d'entrée en scène, les Maigret. La liste de la maire sortante est en tête. Le couple du MNR à l'agonie joue son va-tout et cherche des réserves de voix pour dimanche prochain. J'appelle donc les électeurs de droite à se reporter sur ma candidature, parce qu'il est la seule à pouvoir faire battre le socialo-communiste, Monsieur Aubineau. À gauche, les conciliabules démarrent en plein air, car on s'intéresse aussi aux électeurs de la droite, à qui on demande de renvoyer l'ascenseur de la présidentielle. Ce que nous avons su faire pour une élection présidentielle, il faudra le faire pour cette élection municipale. On ne peut pas ne pas renvoyer l'ascenseur à des gens de gauche qui ont voté massivement pour Jacques Chirac. Et la réponse n'a pas tardé. Christian Borelli est au bout du fil avec la mairie de Marseille. D'un commun accord avec M. Borelli et ses candidats vont se retirer. Bien entendu, ils restent fidèles à l'idéal républicain qui a toujours été le leur. En ordre de bataille, il ne manque plus que la gauche qui, à Vitrolles, applique toujours son principe. Au premier tour, on se dispute. Au second, on bricole une fusion. Quant aux états-majors parisiens, ils font mine de découvrir cette semaine qu'une élection importante se joue à Vitrolles. Et à noter également que la ville de Champigny, dans la région parisienne, conserve son maire communiste. Jean-Louis Bargerot l'a emporté avec 51,2% des voix. Encore un mot de politique pour vous dire que Philippe Séguin a été nommé au BIT, le Bureau international du travail, une organisation donc internationale. Il y représentera la France à partir du début du mois de novembre. Information de la lettre de l'expansion. Des élections encore, mais au Maroc cette fois. Côté positif à l'heure du bilan, un scrutin transparent et sans incident majeur. C'est une première pour les Marocains. Plus inattendu, une participation moyenne et surtout la percée des islamistes confirmée aujourd'hui. Ils deviennent donc la première force d'opposition en parvenant presque à tripler le nombre de leurs députés, 41 contre 14 auparavant. Alors qui sont-ils? Sur place, nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun, Nadine Picard. Au pied des remparts de la capitale s'étale la Médina de Salé, citadelle ouvrière du textile et fief des islamistes. Les plus lettrés d'entre eux, enseignants, fonctionnaires, ont constitué dans les années 60 une association qui est l'un des 2 piliers du PJD, le parti islamiste de la justice et du développement. Dans cette maison bourgeoise vit le leader de cette tendance, Abdelillah Ben Kiran, professeur de sciences à l'université. Nous sommes un parti islamiste modéré. Ceci veut dire que nous avons choisi la participation dans la société, le travail loin des convictions de la violence, l'acceptation de la démocratie. Il y a d'autres mouvements islamistes qui peut-être pensent que ça, c'est pas un bon choix. Le PJD, c'est aussi l'invention politique du propriétaire de cette maison. Un ex-chirurgien de 83 ans, l'un des pères de l'indépendance du Maroc, le docteur Khatib. Plutôt proche du palais royal, grand défenseur de l'identité musulmane, condamnant le terrorisme islamique. Je ne comprends pas pourquoi va aller en Amérique faire un attentat en Amérique.
Qu'est-ce que c'est? Il a qu'à faire le travail chez lui. Et vous le condamnez? Je le condamne. Face caméra, le discours se veut plutôt rassurant, mais les militants les plus extrémistes de ce mouvement n'hésitent pas à revendiquer dans leurs publications l'application totale de la charia et la suspension immédiate de la vente d'alcool dans le royaume du Maroc. Retour en France maintenant avec une polémique qui prend de l'ampleur. Comment lutter contre l'absentéisme à l'école? La question est urgente si l'on en croit les chiffres de l'éducation nationale. En 20 ans, l'absentéisme, c'est-à-dire le fait de sécher 4 demi-journées de cours par mois au moins, aurait plus que doublé chez les garçons. Il toucherait 21% des élèves contre 9% en 1980. Chez les filles, on serait passé de 8 à 13%. Alors pour responsabiliser les parents, le gouvernement veut toucher au portefeuille 2000 € d'amende en cas d'absence répétée des élèves. En fait, ce type de sanction existe déjà, mais jusqu'à présent, la seule possibilité était de suspendre les allocations familiales. Un exemple avec Anne Guéry, Nabila Laïb, Sylvain Doba. Tout a dérapé en dernière année de collège. Le fils de Ghislaine Missel s'est mis à fréquenter l'école un peu à la carte, quand il le voulait, au moment qui lui convenait, jusqu'au jour où la sanction est tombée. On m'a dit qu'on m'avait enlevé les allocations familiales. On avait fait un signalement aux allocations familiales et que je ne touchais plus d'allocations familiales pour mon fils. Pendant combien de temps? Ça a dû durer 2 mois. L'acte en lui-même ne servait à rien du tout, parce que c'est pas pour ça qu'il a été plus souvent à l'école. Moi, je dirais même que bon, à la fin, de toute façon, ils en voulaient plus. La sanction n'est pas toujours efficace. Alors les caisses d'allocation familiale l'utilisent avec modération quand elles supposent que la famille va réagir. Le principe est simple. Si un élève s'absente 4 demi-journées dans le mois, sa famille est automatiquement signalée par l'inspection d'académie à la CAF qui suspend les allocations familiales ou bien menace de le faire. Nous savons bien que les prestations c'est très important et que ça peut servir de détonateur, ou de, vous savez, ce qui permet de réenclencher une démarche de motivation, de prise de responsabilité vis-à-vis de l'enfant, et je crois que ça doit marcher. La suspension dure en moyenne 2 mois, mais elle peut être levée à tout moment par l'inspection d'académie. Dès le mois suivant, on vérifie si le jeune en question est revenu dans l'établissement, s'il a fréquenté normalement, auquel cas la mesure s'arrête parce que nous le signalons également aux caisses d'allocation familiale. Dans le Val-de-Marne, CAF et inspection d'académie privilégient depuis quelques années la prévention à la répression. En 2001, 300 familles ont été signalées, 100 seulement se sont vues retirer les allocations familiales. Pour les autres, il a juste suffi de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, alors un groupe de travail interministériel se réunira à partir de demain. Objectif donc, mettre au point un durcissement des sanctions avec cette amende de 2000 €, projet qui suscite un débat passionné. Nabila Tabouri, Florent Muller. Sur le chemin de l'école buissonnière, il y a les assidus et les occasionnels. Tous ont forcément une bonne raison de sécher la classe. On va pas en cours le matin parce qu'on est fatigué ou on n'a pas envie d'y aller, tout simplement. Il n'y a pas non plus de quota de séchage, mais je sais pas, ça peut arriver peut-être 1 heure comme ça d'un cours qui est un peu plus rébarbatif qu'un autre. Bon, on va essayer de le zapper, mais bon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais on se l'autorise de temps en temps. Certains en font même un art de vivre. Le profil type de l'élève qui sèche, un garçon entre 12 et 14 ans qui a des difficultés scolaires et une situation familiale fragile. Jusqu'à présent, pour lutter contre l'absentéisme, on pouvait suspendre les allocations familiales aux parents dont l'enfant est absent plus de 4 demi-journées par mois sans raison. Le gouvernement envisage aujourd'hui une amende qui pourrait aller jusqu'à 2000 €. Responsabiliser les parents, oui, mais de cette façon-là, non. Je trouve que cette mesure est beaucoup trop répressive. Il y a une juste mesure, je pense qu'il faudrait davantage de suivi, davantage de personnel pour qu'il y ait ce suivi-là. Les parents d'élèves ne sont pas les seuls à trouver la mesure excessive. Les syndicats d'enseignants la jugent carrément inadaptée. C'est pas ça la priorité. Et si le ministre voulait donner un signe fort, il reviendrait sur les décisions de supprimer des postes de surveillants et d'aide éducateurs. Parce que c'est là qu'il y a la vraie solution. L'an dernier, il y a eu entre 25 et 30 000 signalements pour absentéisme. 9 000 familles ont été sanctionnées par une suspension des allocations familiales. Pour les autres, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Le lancement de la 6e opération Plus de vie, destinée à égayer la vie des personnes âgées dans les hôpitaux. Opération parrainée par Bernadette Chirac, avec cette année Aimé Jacquet à ses côtés. La collecte débutera demain matin. Laurence Ostolazza, Joseph Bachtik. Oh ça oui, ça, il comprend que je suis une dame chien.
Bernadette Chirac nous présente Sumo, chien d'accompagnement qui vient une fois par semaine égayer le quotidien des malades. Grâce à l'opération Plus de Vie, les personnes âgées revivent ainsi des moments de tendresse disparus de leur quotidien. J'ai toujours eu des chiens et ça me rappelle la maison, ça me fait ressortir de bons souvenirs. Le but, c'est pas de créer uniquement un lien avec le chien, mais aussi un lien entre les personnes qui se retrouvent autour du chien. Par ces initiatives, la Fondation complète le travail du personnel soignant, parfois en sous-effectif, d'où ce cri du cœur de la présidente. Ce qui manque, ce sont des bénévoles, et je fais un appel aux bénévolats, qui viendraient dans les services de gériatrie régulièrement, par exemple avec un chien visiteur ou un chat visiteur, pourquoi pas. L'an dernier, l'opération avait permis de récolter 915 000 € destinés aux 500 000 personnes âgées qui vivent aujourd'hui en milieu hospitalier. La France va se replonger à partir de demain dans les années difficiles du terrorisme. Une seule année en fait, 1995, lorsque le GIA a voulu exporter en France le conflit algérien. Le procès de 2 hommes accusés d'être au cœur du réseau s'ouvre donc demain. Patrick Fandiot, Mathieu Soulard. Sans angoisse, il emprunte toujours la ligne B du RER, malgré les souvenirs. Ceux d'il y a 7 ans, lors de l'attentat de Saint-Michel. Bien entendu qu'on n'imagine pas que c'est une bombe, puisque les bombes elles explosent ailleurs et les attentats ils touchent les autres, évidemment, et c'est toujours très loin avec des gens dont on se moque. Et là c'est en plein Paris, c'est plein mois de juillet, il fait beau et c'est vous que ça touche. Ce jour-là, le train est bondé, comme souvent à 17h30. Au milieu de la rame, une bouteille de gaz placée sous une banquette explose. Les victimes sont traitées sur place. 8 morts, 150 blessés, le plus meurtrier des attentats parisiens de 95. Pour les enquêteurs, la terreur a un visage, celui de Boualem Ben Saïd, un Algérien de 35 ans. En garde à vue, il revendique tous les attentats de l'été avant de se rétracter. Les policiers lui auraient extorqué des aveux, c'est la thèse de ses avocats, photo à l'appui. On a la certitude que des coups ont été portés et que s'il y a eu une éventuelle reconnaissance de quoi que ce soit après, c'était finalement, bien évidemment, après avoir subi des violences. D'après l'accusation, Boualem Ben Saïd a acheté de la poudre noire dans ce magasin 4 jours avant l'attentat. Les policiers retrouveront dans son appartement d'autres accessoires, de quoi fabriquer une bombe artisanale. Ce type d'explosif a aussi servi dans un autre attentat, celui contre la ligne C du RER, à la gare d'Orsay, en octobre 95. Attentat qui fera 41 blessés. Le poseur de la bombe serait Smaïn Belkacem, un complice de Ben Saïd. Comme lui, un soldat du GIA algérien. Il est effectivement venu en France pour assurer une logistique pour le GIA, mais une logistique destinée à l'Algérie et non pas pour commettre des attentats en France. Tout l'été 95, Boualem Ben Saïd téléphone beaucoup, toujours dans les mêmes cabines, toujours au même numéro, ceux de Rachid Ramda à Londres. L'homme est présenté comme le financier des attentats. Mais demain, il ne sera pas dans le box des accusés. En prison depuis 7 ans en Grande-Bretagne, il n'a toujours pas été extradé. Ce drame à Strasbourg où un bébé d'1 an installé dans une poussette a été fauché et tué par une voiture sur ce passage piéton. La conductrice est âgée de 25 ans, elle n'était pas en état d'ébriété au moment des faits. En fait, elle a doublé la voiture qui la précédait et qui s'était arrêtée justement pour laisser passer la mère et ses enfants. À propos de sécurité routière et avant d'aller au salon de l'auto, cette expérience en Vendée, un permis progressif pour les jeunes conducteurs particulièrement touchés par les accidents. Il ne s'agit plus de perdre des points, mais de les gagner. François Privat, Philippe Ritten. D'ici quelques mois, Claire, 17 ans et demi, obtiendra probablement son permis de conduire. Dans un département, la Vendée, qui se propose par l'intermédiaire d'un de ses députés de devenir département pilote. Ici, on testerait un arsenal de mesures visant à infléchir le nombre d'accidents mortels chez les jeunes conducteurs. Un jeune qui a son permis de conduire, il part avec un capital de 12 points. J'allais dire, c'est un droit à délit de 12 points. Là, on lui donnera 3 points, parce que s'il en avait 0 points, il ne pourrait pas conduire. 3 points, et il gagnerait 3 points tous les 8 mois s'il a un comportement satisfaisant.
Un permis probatoire et progressif pour les jeunes conducteurs, l'impossibilité pour eux de piloter des véhicules puissants ou encore de s'assurer tout risque. Des mesures choc, synthèse des constatations d'une association d'auto-école qui ferait peut-être grincer quelques dents. Déjà on passe notre permis et tout, c'est déjà une épreuve. Après, il faut sanctionner quand il y a la peine, mais il faut peut-être pas non plus... tous les jeunes sont pas non plus... faut pas généraliser, tous les jeunes sont pas tous dangereux. Et toutes les nouvelles mesures d'un coup, là je trouve que ça fait quand même beaucoup. L'année dernière, 130 jeunes conducteurs vendéens ont trouvé la mort, contre 80 en moyenne dans les autres départements. Je discute souvent avec des jeunes ici au centre, on tente des paris, tiens, j'ai tenté le pari de rouler à 200 km/h sur la 4 voies. Bon ça, il faut arrêter, quoi. L'automobile est un moyen de déplacement, n'est pas un moyen de défoulement. La proposition du département de la Vendée sera transmise au gouvernement à la fin de la semaine. Le salon de l'auto maintenant avec cette nouvelle tendance, la location tout compris, 200 € par mois et la voiture est à vous, sans dépenses supplémentaires pendant 3 ans. Une formule plus économique qu'un achat à crédit d'après ses promoteurs. Luc Bazizin, Rémi Poissonnier. Cette petite voiture, Samia n'en est pas propriétaire et pourtant elle l'utilise tous les jours depuis 3 ans. Tout est compris, l'assurance, l'entretien, l'assistance et même la livraison à domicile. Une formule que Samia souhaite renouveler, son contrat arrivant à échéance. Ce qui lui plaît, c'est de payer tous les mois la même somme sans surprise. Voici son nouveau budget mensuel pour une Twingo. Vous avez une mensualité de 234 € avec notre formule, tout est compris. Louer ou acheter, Samia ne se pose plus la question. J'ai pas besoin de réfléchir, je fais confiance aux gens et c'est une liberté d'esprit que j'apprécie. Ce système, tout inclus, offre surtout la simplicité et donc la tranquillité. Si vous prenez les mensualités que vous rembourseriez lorsque vous achetez une voiture, votre apport, le paiement de l'entretien, l'assurance, et que vous comparez avec nos loyers tout compris, eh bien nos loyers sont entre 5 et 10% moins chers que l'ensemble des charges que représente une voiture. Et chez le concessionnaire, ce n'est plus la peine non plus de regarder le prix d'une voiture, c'est sa mensualité qui compte. La nouvelle Mégane, par exemple, coûtera 400 € par mois au forfait tout compris pendant 3 ans si vous la louez, 500 € par mois sur la même durée si vous l'achetez. Dans le premier cas, il faudra rendre la voiture au bout des 3 années. Dans le second, vous en êtes propriétaire, mais il faut encore ajouter les dépenses liées au véhicule. Les clients y viennent, on est passé de 6% l'an dernier, on est à 10% aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que ça ne progresse pas. Constructeurs et loueurs parlent de plus en plus le même langage, celui de la forfaitisation. Une solution qui bouleverse les mentalités, mais qui mérite le calcul. La voiture, tendance, sécurité, ce sera le thème de complément d'enquête ce soir avec Benoît Duquesne à partir de 22h40. La voiture à tout prix, 22h40 donc. La santé avec cette avancée un peu étrange dans la recherche dentaire. Une équipe de chercheurs américains a réussi à faire pousser des dents de porc dans des intestins de rats. Ces travaux pourraient permettre à terme de régénérer les dents humaines. Sophie Rodier, Olivier Robert. Retrouver le sourire de ses 20 ans, ce patient en rêvait. Ses dents étaient trop abîmées pour être soignées. Le dentiste lui pose donc 2 fausses dents en céramique. Un corps étranger dans la bouche toute sa vie, peut-être pas. Des scientifiques américains auraient réussi à faire pousser en laboratoire une vraie dent. Il nous faut encore comprendre comment les cellules travaillent entre elles pour former ces dents. Comment nous pourrions les manipuler pour contrôler leur taille et leur forme. Des cellules ont été prélevées dans la bouche d'un cochon, puis placées dans l'intestin d'un rat. 6 mois plus tard, des molaires couvertes d'émail ont poussé dans l'intestin du rongeur. Cette expérience semble donc prouver l'existence de cellules souches dentaires. En théorie, on pourrait ainsi fabriquer à l'infini des dents de remplacement personnalisées qu'il suffirait ensuite d'implanter dans la mâchoire. Encore faut-il que la bouche soit en bon état. Souvent, les gens ont perdu beaucoup d'os, beaucoup de support osseux. Et donc, la dent, il faut bien la mettre dans une enveloppe osseuse. Donc là, à nouveau, au point de vue aspect technique, on a un problème chirurgical qui intervient. Cette technique devrait être au point d'ici 10 ans. En attendant, entretenir ses dents, c'est encore la meilleure solution. Sport, c'est cette nuit à Auckland en Nouvelle-Zélande que vont commencer les phases éliminatoires de la Coupe de l'Amérique. La Coupe Louis Vuitton en piste dès demain. Areva, le défi français et ses couleurs jaune citron. C'est le plus petit budget de la compétition, mais la France espère créer la surprise comme il y a 2 ans. Julien Beaumont. Auckland, ton univers impitoyable. 9 bateaux et un seul objectif,
décrocher la Coupe de l'América. Ici, tout n'est qu'espionnage, coups bas et surtout gros sous. Chacun a investi des sommes considérables. Les plus fous sont sans doute les Américains. 100 millions d'euros pour Oracle, 80 millions pour One World, troisième les Suisses avec 70 millions, bon dernier les Français, 25 millions d'euros. Le défi Areva est le seul concurrent à ne pas avoir de milliardaire derrière lui. Un manque d'argent qui devrait se faire sentir dès ce soir pour la première régate. Et les Français ne se font pas d'illusions face aux Suisses, l'un des équipages favoris. Il y a encore énormément de travail à faire, il ne faut pas se le cacher. On est très, très loin du bout de l'évolution du bateau. On est en fait plutôt au début. Sur les 9 concurrents, il n'en restera qu'un. Il affrontera les Néo-Zélandais, détenteurs du trophée depuis 1995. En attendant, les Kiwis dansent le haka, un chant de guerre qui n'a qu'une mission, impressionner l'adversaire. En Formule 1, pas de surprise au Grand Prix d'Indianapolis, avec encore une victoire des Ferrari, mais cette image qui a provoqué un nouveau malaise dans le milieu de la Formule 1, puisque Michael Schumacher a levé le pied juste avant la ligne et laissé passer son coéquipier Rubens Barrichello, qui du coup remporte la course et est assuré du titre de vice-champion du monde. L'inverse s'était déjà produit il y a quelques mois lors d'un autre Grand Prix. Cette fois, c'était Barrichello qui avait laissé passer Schumacher. Une exposition événement pour terminer. Exposition événement pour un peintre quasi inconnu. Cela se passe à Beaubourg. Le musée consacre une rétrospective à Max Beckmann jusqu'au 6 janvier. Un peintre allemand mort en 1950. Il est méconnu du grand public en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est une star, au même titre que Picasso ou Matisse. Michel Monpontet, Abdel Zouyech. C'est parti, je suis un peintre allemand né à Leipzig en 1884, mort aux États-Unis en 1950. Mes tableaux sont accrochés à New York à côté de Guernica de Picasso. Je ne suis même pas dans le dictionnaire. Becquet, Beckett, Beckmann, Max, le plus grand artiste allemand du XXe siècle est en France un inconnu. Alors pourquoi? Ce sont des dictionnaires français. Regardez dans les dictionnaires allemands et regardez dans des bibliothèques allemandes et vous verrez que Beckmann occupe un rayonnage aussi important que Picasso. Beckmann, l'Allemand, et sa peinture foudroyée d'horreur durant le conflit de 14-18. Couleur de mutilation. Lignes tranchantes comme des baïonnettes. Celle qu'il a vue. La peinture vécue comme un cauchemar. Mais l'œil comme une caméra qui filmerait sans concession. La peinture de la vie, en cinémascope. Moteur. Les villes n'existent pas, il n'y a pour Beckmann que des décors. Et derrière chaque décor, plus d'ombre que de lumière. Clap, scène 38, 1936. Pour Beckmann, le monde est la tête à l'envers. Les morts sont à table. Mais il y en a un au moins qui n'aime vraiment pas ça et interrompt le film de Beckmann, ou plutôt sa peinture. Art dégénéré. La fuite, l'exil, la solitude. 60 ans plus tard, Beckmann occupe enfin les 6 messes d'un grand musée français. On ne vient pas voir, découvrir cette peinture au scalpel, dans l'intention de se marrer. Ni parce qu'on connaît son nom, mais c'est noir de monde, comme la réparation urgente d'une injustice. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Nathalie Riouet. L'info sur France 2, 22h40, Benoît Duquesne, donc la voiture à tout prix. Minuit 25, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Olivier Besancenot, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire. On se quitte sur ces images d'une inondation en Albanie. Signe particulier et désolant, c'est un employé franchement ivre qui a accidentellement ouvert la vanne d'un barrage. Pas de victimes heureusement, mais beaucoup d'eau pour sans doute beaucoup d'eau de vie. À demain.